plus, je déteste qu'on fait ça. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité. Directeur de l'ONG Singa, qui a pour objectif l'intégration des personnes réfugiées et migrantes. Vous êtes ancien ministre, ancien candidat à la présidentielle. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Yann, bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Benoît Hamon, on va évidemment parler de la loi immigration, mais on avait envie de vous entendre en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale sur les mesures qui ont été annoncées hier par Gabriel Attal et sur cette enquête PISA. Gabriel Attal qui a annoncé un plan choc des savoirs pour remonter le niveau de l'école, très faible en français et en maths. C'est ce qu'a montré l'enquête PISA de l'OCDE hier. Alors Gabriel Attal, il parle de refonte des programmes, de remontée du niveau, de groupe de niveau, de brevet qui doit être la porte d'entrée du collège. Est-ce que ces mesures vont créer l'électrochoc dont il parle ? Bon, moi, je me méfie des éléments de langage, choc des savoirs et des formules, vraiment. Et je pense que d'ailleurs, à l'éducation nationale, il faut éviter cela. Parce que l'éducation nationale, c'est le temps long. Et personne ne peut penser que un plan construit de cette manière-là va régler ce qui, pour le coup, est la réalité du système scolaire français, le choc des inégalités qui fracture aujourd'hui l'éducation nationale, l'école, et depuis longtemps. Et les responsabilités sont partagées. Donc, c'est la première remarque que je voulais faire. C'est difficile de se pencher comme ça en quelques minutes sur le programme de Gabriel Attal. Mais ce que je comprends de ce qu'il va faire m'effraie. Pourquoi ? Déterminer et décider que dès la 6e, on va faire des groupes de niveau en mathématiques et en français, c'est décréter dès la 6e qu'il va y avoir les élèves à la cave, les élèves au rez-de-chaussée et les élèves au premier étage. Et c'est s'assurer, dans ces cas-là, que ceux qui vont être désignés pour aller à la cave dès la 6e, ils resteront jusqu'au bout. Et on sait parfaitement, et les sciences éducatives l'ont montré, les sciences sociales également, qu'à partir du moment où on crée des groupes de niveau de cette manière-là très tôt, pour le groupe qui se situe en bas de la hiérarchie, pour celui-là dans un système qui est déjà ultra élitiste, pour celui-là, les inégalités s'aggraveront. Et ce que je crains, et ce que je vois d'ailleurs à travers ce programme, c'est la réalisation d'un fantasme des milieux les plus aisés aujourd'hui. Et je crois que c'est difficile d'échapper à son milieu. Et l'intérêt de la politique, je le dis à Gabriel Attal, c'est justement de s'arracher aux représentations, aux imaginaires du milieu auquel on appartient. D'un mot justement, ouais. Et cet imaginaire des groupes les plus aisés en France, c'est de penser que ce sont les élèves les plus en difficulté, les élèves issus des milieux populaires qui tirent tout le monde vers le bas. Et on se retrouve avec une proposition qui va finalement réaliser ce fantasme des milieux les plus aisés. J'ajoute, milieux les plus aisés qui scolarisent la plupart du temps leurs enfants dans le secteur privé et pas dans le secteur public. Et je crois qu'on tourne le dos à la mission fondamentale de l'école. Toute une partie des classes moyennes qui envoient leurs enfants vers le privé. Est-ce que la vraie inégalité, elle n'est pas là? Mais vous avez entièrement raison. Une fuite des élèves de classe moyenne vers le privé. Et vous avez entièrement. Est-ce que ce n'est pas une réponse aux parents, justement? Peut-être. Alors, la question, c'est est-ce que c'est une réponse... rassurer les parents de ces élèves. Ah oui, mais c'est pas pareil. Est-ce qu'on fait... Quand on est ministre de l'Éducation, on est là pour rassurer les parents dans le but d'obtenir leur voix 3 ans plus tard? Ou est-ce qu'on construit... D'obtenir que leurs enfants reviennent vers le public? Oui, j'ai pas l'impression que ce soit la pente du ministre de l'Éducation. Je pense que si l'enjeu, c'était lutter contre les inégalités, la question de la mixité sociale dans les écoles privées devrait être posée. La question qui est, là aussi, l'enquête PISA, elle est très intéressante sur un point. Elle dit quoi? Et c'est les proviseurs qui la renseignent. Elle dit que les élèves interrogés dans l'enquête PISA de cette cohorte-là, dans 67% de leurs établissements, il manquait des professeurs pour assurer un enseignement correct. Il n'était que 18% des proviseurs à le dire en 2018. Ça veut donc dire que les conditions d'enseignement se sont globalement dégradées, que les classes sont surchargées et qu'on répond à cela en disant quoi? Eh bien, on va acter le fait que le système éducatif français, qui est très inégalitaire, très élitiste, va fracturer finalement une des générations dès l'entrée en 6e en groupe de niveau. Oui, mais alors lui, il dit déjà qu'on peut sortir de ces groupes de niveau, qu'on peut évoluer dans l'année d'un groupe à un autre en fonction de ses compétences, et que les élèves qui sont dans les groupes des élèves en difficulté, il y aura des créations de postes pour qu'ils ne soient pas plus d'une quinzaine par groupe, pour faciliter leur apprentissage. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen? La mission de l'école, c'est élever et émanciper. Élever et émanciper. Là,
on va dire, dès la 6e, notamment dans les milieux les plus défavorisés, vous êtes en bas. Et s'il voulait permettre la circulation d'un groupe à un autre, il créerait ce qu'on appelle des groupes temporaires, selon les besoins, c'est pas nous selon les matières, mais selon les besoins, flexibles avec des circulations. Pourquoi pas? Il favoriserait le travail en groupe, ce qu'on fait encore mal aujourd'hui à l'école et au collège, mais là, dans les faits, on va, mais concrètement, donner à voir une segmentation de la société à l'intérieur d'une même classe, en groupe de niveau, et avec une hiérarchie sociale qui est déjà quasi immuable, où les fils d'employés deviendront employés eux-mêmes, les filles de cadres deviendront cadres elles-mêmes. C'est cette reproduction des... plus l'école aujourd'hui. C'est plus un ascenseur social aujourd'hui. Non, mais parce que il y a indiscutablement une promesse qui est celle de l'école qu'elle ne tient pas en matière de lutte contre les inégalités. C'est l'échec de notre école depuis maintenant plusieurs années, sinon décennies, et sur laquelle tout le monde se penche. Le fait est que j'ai le sentiment que Gabriel Attal prend acte qu'il faut un système élitiste. Il ne lutte pas contre cela, mais il le fige. Est-ce qu'il prend aussi pas acte des résultats des élèves, notamment des difficultés de lecture, des difficultés en mathématiques? Quand les résultats montrent que la moitié des élèves de 4e ne savent pas lire correctement, est-ce qu'il ne faut pas changer les choses? Non, mais je ne dis pas qu'il faut rien changer. C'est pas ça le sujet. La question, c'est est-ce qu'on fige? Est-ce qu'aujourd'hui, on envoie comme message dès la 6e à des enfants, vous êtes à la cave? Et pardon de le dire, en termes de confiance en soi et d'estime de soi, vous voyez comment fonctionne un collège, un établissement scolaire? Vous voyez quels sont les regards et quelles sont les images qu'on associe à l'appartenance à tel groupe de niveau, mais ça va être d'une cruauté terrible pour les élèves qui vont être dans ces niveaux-là dès la 6e. Et je le dis, on le sait en plus, c'est pas comme si on savait pas ce qui allait se passer. Les sciences éducatives nous montrent que ce type de système-là aggrave les inégalités pour ceux qui sont en bas. S'il est demandé aux professeurs d'accorder plus d'attention justement au groupe de niveau le plus bas, est-ce que finalement c'est pas leur donner une chance d'accéder aux autres groupes? Oui, mais bon, les professeurs, parlons-en, ils sont à peine un quart qui ont signé le pacte, leurs effectifs n'augmentent pas, le budget 2024 n'est pas satisfaisant, on a les classes les plus surchargées. Oui, mais honnêtement, je suis bien placé pour le savoir, on devrait avoir les moyens aujourd'hui de faire en sorte que dans les écoles, collèges et lycées publics, on n'enseigne pas devant des classes de plus de 30. C'est pas possible. Si on veut expliquer, mais si on problèmes de recrutement dans ces cas-là. On revalorise, on met les moyens, et là la vérité c'est que les choix politiques. Vous reconnaissez que c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron de revaloriser le salaire des enseignants. Moi je considère que les choix qui sont faits sont très en deçà des besoins qui sont ceux de la nation et de ce qui doit être le contrat entre l'école et la nation, et allez pas chercher 1000 explications aussi au fait que ça décroche en France. Il y a un moment où ça décroche dans les classements PISA, dont par ailleurs il faut aussi prendre ses distances par rapport à ce type de classement, mais dans les faits, quand on a des conditions d'enseignement qui sont celles-là, de facto, on peut pas s'attendre. Non, on peut pas s'attendre à faire des bonds dans les classements. Voilà. On va parler de la loi immigration. Avec plaisir. Vous étiez très dur avec la version du texte qui a été votée par le Sénat, aberration politique et juridique. Selon vous, la version a été en grande partie détricotée par les députés en commission, tout du moins. Est-ce que vous êtes soulagé ? Bon, je suis très embêté par rapport à ce texte. Je pense que ça se finira mal. Ça veut dire quoi, se finir mal ? Parce que ce sera un très mauvais texte. C'est-à-dire que c'est quand même... On le dit, mais que... Beaucoup de ceux sans doute qui vous regardent ne sont pas d'accord avec les options que je propose, mais c'est quand même le 30e texte en 40 ans. Donc allons pas me raconter que des textes qui racontent à peu près la même chose, si ça échoue, c'est que la voie proposée est pas la bonne. Quelle est la voie ? Elle postule que aujourd'hui on peut arrêter les migrations. Je veux dire ça simplement, c'est que depuis 30 ans, dans le monde entier, les migrations internationales, elles ont augmenté de 60%. C'est important. Et moi, je ne suis pas de ceux qui nient que les migrations internationales augmentent. Il y a des raisons à cela, on ne va pas y revenir. Les États ont construit, ça c'est les ONG qui l'ont montré, 40 000 kilomètres de murs physiques, plus des murs juridiques, réglementaires, ça n'a absolument rien stoppé. Le fait de stopper la migration légale, c'est-à-dire la possibilité d'inclure des personnes, augmente la migration illégale, avec un coût social considérable. Donc ça c'est la première donnée. Ce texte ne changera rien. Et sachez que vous élirez, si vous faisiez le choix de l'extrême droite, avec un programme anti-migration, le Brexit
a été votée pour stopper l'immigration, elles ont doublé depuis le Brexit en Angleterre. C'est l'Office statistique britannique qui le dit. Et pareil Madame Meloni en Italie a doublé aussi l'immigration. Donc, Bardella, Le Pen, tout ça c'est inefficace. Oubliez les politiques publiques dans ce domaine-là, ça ne marchera pas. Donc la question est de savoir où mettons notre énergie. Et moi, ce que je regrette, je veux dire, quand le ministre en charge de l'inclusion des personnes étrangères, qui est M. Darmanin, dira-t-il par exemple que chaque année, alors que les étrangers en France, c'est 7,8% de la population, ils sont 15% des entrepreneurs. 15% des créations d'entreprises, ce sont des étrangers. Quand dira-t-il qu'un tiers de ceux qui nous rejoignent ont le niveau licence, qui a un potentiel, une capacité à pouvoir créer des activités, créer des liens, enrichir notre société, qui est indiscutable. Est-ce que c'est pas ce qui est dit dans l'article 3, justement, de dire on a besoin de ces talents, alors, vraiment, et dans les... Oui, je comprends que vous disiez ça, il y aurait une petite chose dans les métiers en tension, on ne sait même pas si c'est 1000, 2000, 10 000 personnes qui seront régularisées. Et dernier exemple, et je veux juste le dire à vos téléspectateurs et téléspectatrices, qu'on réfléchisse et qu'on fasse le lien entre immigration et notre système de retraite. Notre système de retraite, on a été 90% des actifs à dire on ne veut pas repousser l'âge légal de départ à 64 ans. Les travailleurs étrangers, quand on regarde, cotisent toute leur vie, ils ont des pensions plus faibles, en moyenne, que les Français, et sur des espérances de vie plus courtes. Donc, ils rapportent à nos systèmes de retraite plus qu'ils ne coûtent. S'il n'y a pas les cotisations des travailleurs étrangers, et demandez-le à Madame Bardella, Monsieur Bardella et Madame Le Pen, à quel âge légal reporteront-ils la date de départ à la retraite pour les Français ? 67, 68, 69 ans pour équilibrer le système ? C'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on passe sous silence le fait que la migration est une solution. Et c'est pour ça que ce texte, alors, où tranquillement les Républicains se sont ralliés au principe de la préférence nationale avec cette suppression du bénéfice des allocations familiales pour les travailleurs étrangers réguliers qui cotisent. On leur dit vous cotisez mais il n'y a pas de contrepartie. C'est quand même incroyable. C'est pour ça que c'est juridiquement totalement aberrant parce que c'est inconstitutionnel. Mais alors vous défendez la régularisation de tous les travailleurs étrangers sur le territoire. Est-ce que c'est pas une prime donnée à ceux qui rentrent de manière illégale ? C'est ce que disent notamment les Républicains. Mais quand vous travaillez, vous rendez un service, vous cotisez, il y a bien un employeur qui vous a embauché. Mais vous êtes rentré de manière irrégulière. Je le constate, mais pourquoi ? Parce à partir du moment où on a décidé mais de manière cynique, vous croyez que M. Darmanin ou tous les autres ne savent pas que là où vous stoppez la migration légale, vous augmentez la migration illégale ? mais évidemment, tout le monde le sait. Ce que je vous dis, tout le monde le sait. Et la réalité, c'est qu'en faisant ça, on précarise les gens dans des proportions incroyables. Et on en arrive à ce que même le gouvernement, parce qu'il est dans les œillères de il faut expulser, il faut montrer des signes de fermeté à l'opinion publique sur les migrations, on arrive à faire quelque chose qui était au Sénat, à mon avis, spectaculaire, quand le ministre de l'Intérieur a dit sagesse, c'est-à-dire a laissé les sénateurs voter sur la question de la suppression de l'aide médicale d'État. Il dit alors, c'est pas suppression, c'est transformation en aide médicale d'urgence, c'est-à-dire une restriction du panier de soins. On est d'accord. On réduit le panier de soins. On dit les étrangers pourront être soignés que quand ils sont très gravement malades, pour faire vite. Et c'est-à-dire que là, c'est faire vite, parce qu'il y a aussi la vaccination, il y a aussi les grossesses, il y a aussi certaines pathologies. Bon, alors, je le dis à la fois de ce que disent les médecins. Et ce qui est quand même, je le note, que on a eu un gouvernement qui nous a dit au moment de la crise du Covid, nous allons sur une question de santé publique agir selon l'avis du conseil scientifique, c'est-à-dire des médecins. Là, en l'espèce, on est sur une affaire de santé publique. Est-ce que précariser la santé des travailleurs sans papier ne risque pas de précariser la santé de tous les Français ? Les médecins disent, 3000 d'entre eux, les plus grandes autorités médicales disent, oui, ça va avoir des conséquences en termes de santé publique pour tous les Français, mais là, on n'écoute plus les médecins. Je le note. C'est-à-dire que l'avis des médecins, il compte un jour, mais il compte pas le lendemain. Donc, il faut être sérieux. Il faut être sérieux sur l'aide médicale d'État. Le sujet, il vient de faire l'objet d'un rapport, messieurs Claude Évin et Stefanini, qui disent, en tout cas, qu'il faut la maintenir. Ils proposent quelques restrictions, mais il faut la maintenir et ne pas basculer vers l'aide médicale d'urgence. Je le redis, je veux dire... Oui, mais ils disent quand même qu'il faut resserrer les contrôles, qu'il faut restreindre les bénéficiaires, qu'il faut limiter la liste des pathologies. Oui, mais là encore, moi, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, c'est quand même assez étonnant la jouissance que l'on tire à faire mal aux autres, quand même, hein. C'est-à-dire qu'on est content
et on tire une sorte de bonheur collectif à imaginer que les gens sont plus précaires. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'acceptabilité sociale? Vous entendez les Français sur cette question de l'AME, à dire nous on paye, nous on cotise et on a les mêmes soins ou même pas les mêmes soins que ceux qui ne payent pas. Non, c'est ce qui n'est pas vrai. Il faut qu'on arrête cette légende. D'abord, la contribution des travailleurs étrangers et des étrangers aux systèmes sociaux, c'est une contribution qui nous permet de mieux nous soigner, nous. Donc ça, c'est totalement faux. On peut isoler l'AME, mais la réalité, c'est l'OCDE qui le montre, c'est que l'immigration, qu'il s'agisse des cotisations sociales ou des impôts, rapporte plus aux caisses de l'État et des mécanismes de solidarité qu'elle ne coûte. Ça, c'est dit, répété, et là encore, moi je ne l'entends pas. J'aimerais que le ministre de l'Intérieur, quand venant des bandes droite et extrême droite, on dit ce genre de sottise, que le gouvernement garant de l'intérêt général dise « cela n'est pas vrai ». On ne peut pas laisser entendre cela. Et c'est là où c'est insupportable, parce qu'à partir du moment où on gouverne et on légifère sur des fantasmes et pas des faits, eh bien, on ouvre la porte à tous les excès. Et je trouve que cette loi, telle qu'elle se prépare, est une loi qui non seulement sera inefficace, mais donne quitus à l'extrême droite sur un certain nombre de ses représentations et du cauchemar qu'elle représente, qui me préoccupe. Elle donne quitus ou elle essaye de limiter? Parce que ce que dit Gérald Darmanin, c'est, en effet, on le voit à travers les sondages, les Français sont inquiets de ces vagues d'immigration, et vous le disiez, qui vont continuer à augmenter. On répond à cette inquiétude en donnant certains signaux, de manière à limiter... On le verra aux élections européennes, si c'est efficace, déjà. Et on verra s'il a réussi à cantonner l'extrême droite à un score inférieur à la liste de Renaissance. Puis la deuxième chose... Il faut répondre aux gens qui s'inquiètent justement des vagues d'immigration qui ne vont cesser d'augmenter en Occident, on le sait, ne serait-ce que par le réchauffement climatique. Enfin, alors vous avez entièrement raison. Je pense qu'il ne faut pas mépriser les peurs de ceux qui pensent que leur mode de vie, nos modes de vie, sont aujourd'hui bouleversés et qui attribuent la responsabilité de ces bouleversements aux migrations. Je pense que c'est une erreur de les attribuer aux migrations, mais il ne faut pas mépriser ces peurs-là. Et je vais vous poser une question. Dans les territoires où, aujourd'hui, on vote RN et où la gare a fermé, la dernière classe de l'école a fermé, la dernière boulangerie a fermé, la maternité dans laquelle on avait accouché, où on espérait que ses enfants accouchent, a fermé. Est-ce que les Syriens sont responsables de la fermeture de la gare? Est-ce que les Maliens sont responsables du fait qu'il n'y a pas de médecins? Mais, mieux que ça, non seulement ils ne sont pas responsables, mais je veux vous dire... permettre de la réouvrir. Mais ça peut être un boulanger kurde qui réouvre la boulangerie. Ça peut être l'installation d'une famille qui permet qu'une classe soit maintenue et donc une école ne ferme pas. Ça peut être l'existence d'une nouvelle famille qui permet aussi, ou de plusieurs familles sur un territoire, qu'une gare ne ferme pas. Dans ces territoires, on a aussi la télé, on regarde ce qui se passe... dans des collèges dans le Nord où Dominique... ça y est, j'ai perdu son nom. Dominique Bernard a été assassiné, ce qui s'est passé à Paris, au pont de Tolbiac. Les gens associent ça aussi à une forme d'immigration. Comment on détricote ce discours? Nous, Singam et l'ONG que je dirige, mais on est innombrables à observer ça, c'est qu'on collecte des preuves que ça marche, l'inclusion. Et aussi, on peut isoler des drames, des tragédies, un acte terroriste, un fait divers, un crime. Ça n'enlève rien au fait que partout en France, le lien, la connexion, le fait que ça marche et que les gens se débarrassent de leurs angoisses et de leurs peurs ou d'une partie d'entre elles à partir du moment où on se connaît et on vit ensemble. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que l'inclusion, ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai envie de le dire simplement, c'est qu'on nous dit oui, on est incapable aujourd'hui d'accueillir. Bon, il y a eu 100 000 Ukrainiens en quelques mois. L'État a fait le travail avec les associations, dont les ONG comme la mienne et les collectivités locales. Pas un Ukrainien n'a dormi dehors. Pourquoi des Afghans et des Maliens dorment dehors? Parce qu'on n'a pas fait le choix de mettre en œuvre les mêmes politiques, l'accès au travail, à la formation et à un toit. Donc on sait faire. C'est une immigration transitoire. Eh bien, il y a plein d'autres pays en guerre. L'Afghanistan, c'est un pays en guerre. C'est une immigration transitoire. On savait que la plupart des personnes n'allaient pas rester. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle d'immigration, donc je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle c'est pas joli, mais un solde migratoire, c'est qu'on ne tient pas compte du fait des gens qui repartent. C'est pareil aussi pour des populations qui viennent de beaucoup plus loin, d'autres pays en guerre. Ce que je veux simplement dire, c'est que si on doute de notre savoir-faire en matière d'inclusion, on ne devrait pas parce qu'on sait faire. Et au fond, ce que j'aimerais vous dire, et peut-être que ça va en bouger quelques-uns, ces migrations internationales, elles vont continuer.
il y a aujourd'hui, on peut juste histoire de se faire plaisir croire qu'en choisissant des politiques qui disent on va tout fermer, ça va marcher. Ça ne marchera pas. Pas plus qu'avec Trump, pas plus qu'avec Bolsonaro, pas plus qu'avec Meloni ou le Brexit. Ça ne marchera pas. Et ce que j'observe, c'est que les extrêmes aujourd'hui, elles ne proposent qu'à se faire la guerre entre nous. Et c'est d'ailleurs le propre de l'extrême droite que de commencer par faire la guerre à son propre peuple. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, venu des médias d'extrême droite et des représentants d'extrême droite, c'est qu'il y aurait 2 peuples en France pour un seul territoire. C'est terrifiant, parce que ça nous prépare aujourd'hui à des formes de guerre civile. Et méfiez-vous et méfions-nous. Nous sommes quand même le peuple français qui a proposé à travers sa constitution, à travers la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à travers son projet de république, a proposé un projet aux femmes et aux hommes indépendamment de leur origine ethnique. La République n'est pas un projet ethnique. Et si on commence à dire, comme je l'entends à l'extrême droite, au Rassemblement national, chez les partisans d'Éric Zemmour, sur CNews, avec M. Bolloré, et sur tous les médias du groupe de M. Bolloré, qu'il y a aujourd'hui une forme d'intolérance ethnique pour d'autres groupes que celui qui serait celui des Européens, caucasiens, blancs, chrétiens, etc., ça nous prépare. C'est bien toute la question. Comment on évite la montée de cette radicalité ? On a vu les manifestations là depuis le meurtre de Thomas qui essaiment un peu partout en France. Comment on évite ça ? D'abord en condamnant ce qui s'appelle être une ratonnade raciste, en condamnant évidemment le meurtre d'un jeune homme dans une bagarre dans un bal, dont il semble que l'enquête qui progresse montre qu'elle ne correspond pas exactement à l'instrumentalisation qui en a été faite par l'extrême droite. Mais allez-vous me dire, les gens qui font ça, qui exploitent ça, sont-ils respectables ? Ceux qui, aujourd'hui, au moindre fait divers, prennent le prénom, la vie d'un jeune homme qui est tombé, assassiné, pour en faire leur étendard, pour aller, pour lancer des appels à la haine partout, ces gens-là sont-ils respectables ? Mais est-ce que ça illustre pas les 2 France face à face dont parlait Gérard Collomb ? Non, mais moi, je ne crois pas. Je pense que si on érige ça comme une réalité, quand tous les jours on est capable de collecter des preuves du contraire, oui, on va finir par faire en sorte que les groupes les plus radicalisés s'affrontent. Et on ne verra plus que ça. Moi, je ne veux pas regarder l'agenda des groupes radicalisés. Je ne veux pas regarder les fantasmes terrifiants de messieurs Pro et Zemmour face à je ne sais qui, donner le là de nos vies quotidiennes, de la vie politique. Il y a aujourd'hui une France qui vit, travaille, se lève, vit avec, comment dire, dans l'interculturalité, et elle vit bien, elle développe sa tolérance. D'ailleurs, le niveau de tolérance des Français augmente. Ils disent à la fois qu'ils veulent moins de migration, mais en même temps que la migration est une richesse. Et ils le reconnaissent. Et c'est intéressant. Nous, avec Singer, on a fait un sondage il y a peu de temps. 65% des Français disent qu'à des conditions comparables aux conditions de vie de ceux qui viennent de loin, ils migreraient eux-mêmes. Ce qui veut dire que la migration, on la conçoit le cas échéant pour soi, et on la comprend, et en même temps, maintenant, le défi collectif, c'est de savoir comment on prépare des sociétés inclusives et interculturelles. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de répondre aux méchants. Un dernier mot, puisque sur ce sujet, jeudi soir, vous participerez à un grand meeting de la gauche pour lutter contre ce projet de loi immigration. Il y aura Olivier Faure pour le Parti socialiste, Yannick Jadot pour les écologistes, des communistes, des insoumis, mais pas les proches de Jean-Luc Mélenchon. C'est la nouvelle NUP ? Oh là là, vous me posez des cols, là. Non, mais il est bien. Alors, franchement, que les partis de gauche invitent des syndicalistes, des ONG, qu'elles se rassemblent sur une question qui est de dire il faut être inclusif, interculturel, arrêtons de stigmatiser l'immigration. Je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais qui n'est pas la ligne Mélenchon, c'est une bonne nouvelle aussi ? Moi, franchement, je ne veux pas rentrer là-dedans. Il y a quasiment tout le monde. Donc moi, c'est toujours pareil. C'est soit on regarde le fait que le verre est un petit peu vide. Mais est-ce que lui participe à cliver, puisque vous dites il y a incontestablement un désaccord stratégique à gauche aujourd'hui. Et ce désaccord stratégique, il se noue autour d'une question assez simple. Faut-il, pour reconquérir le pouvoir, fracturer la société et la fracturer en espérant se consolider un socle dur de partisans, ou faut-il proposer aujourd'hui, sur la question
question sociale, sur notamment un rassemblement qui nous permette de faire face à la perspective du Rassemblement national. Moi, je crois plutôt à cette deuxième solution. J'ai jamais été un adepte de cette stratégie de la fracturation. Donc il faut Elle vous paraît trancher dangereuse, paisiblement. cette stratégie de la fracturation D'un point de vue social? Non, je la crois inefficace. Et je pense que inefficace politiquement. Ouais, inefficace politiquement et électoralement. Mais vis-à-vis de la société, est-ce que ça vous inquiète moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut. Je comprends ce qui se passe, mais je pense que il faut au contraire essayer de créer des liens, des passerelles, des ponts, plutôt que de creuser des tranchées. Que Jean-Luc Mélenchon est dangereux aujourd'hui? Non, attention. Je veux dire, moi, je ne partage pas plusieurs prises de position qui sont les siennes, mais le danger dans ce pays aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Le danger dans ce pays, c'est l'extrême droite. Il peut y avoir plusieurs dangers. Oui, mais moi, je considère que le danger majeur dans ce pays, c'est l'extrême droite, avec un L majuscule et un D majuscule. Et c'est contre celui-là qu'il faut combattre. Merci beaucoup Benoît Hamon, merci d'avoir été notre invité. Christelle, la une de la Dépêche, c'est aussi Gabriel Attal, redoublement, bac, brevet, plan choc pour l'école. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup, on passe au Club des Territoires.